Dans l'alimentation, ce qui est génial, c'est qu'au-delà du fait que ce soit vital, c'est un plaisir de manger. Moi, je trouve ça super réconfortant de pouvoir manger un bon repas ou bien de se faire plaisir lorsque je vais manger. Mais malheureusement, pour beaucoup, c'est compliqué d'allier alimentation saine et plaisir. Et c'est réellement dommage parce qu'on a tous envie de progresser vers nos objectifs tout en se faisant plaisir au quotidien lorsqu'on mange. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gérer ta nutrition tout en atteignant tes objectifs sans frustration. Pour mieux comprendre comment structurer notre alimentation, on va faire une pyramide alimentaire. En fait, on va classifier les familles d'aliments par ordre d'importance. Presque toutes les familles sont importantes, elles ont tout un rôle à jouer en tout cas dans notre organisme. En revanche, en termes d'apport et de quantité, c'est là où ça va différer. Donc pour le socle de notre pyramide, ce qui va faire la base de notre alimentation, on a l'hydratation. L'hydratation, ça comprend l'eau, les infusions, l'eau pétillante, l'eau minérale, le café, mais tout ça sans sucre. Tout ce qui est boisson sucrée, soda, etc., ça ne rentre pas dedans, même si c'est un liquide. En second dans la pyramide, on va avoir les fruits et légumes. Les fruits et légumes, ils ont une place importante dans notre alimentation parce que c'est eux qui vont nous apporter les fibres et les micronutriments nécessaires pour faire fonctionner notre organisme. Donc tout ce qui va être vitamines, minéraux, antioxydants. Et le fait aussi que ce soit une grande source de fibres, ça a la place au socle de notre pyramide, puisque aujourd'hui, les fibres, c'est l'une des premières carences en France, ce qui explique énormément leur place dans notre pyramide alimentaire. Les fibres, pour rappel, c'est ceux qui vont servir à notre santé digestive, à nourrir notre microbiote intestinal, donc les bonnes bactéries qui se situent à l'intérieur de notre intestin grêle. Et c'est eux aussi qui vont nous servir à avoir un bon taux de satiété, c'est-à-dire à moins ressentir la faim, à se sentir plus rassasié à la fin d'un repas, et donc à tenir plus longtemps après avoir mangé avant d'avoir refaim. Attention, dans cette famille des fruits et légumes, on va pas comprendre tout ce qui est les conserves. Les conserves vont être appauvries en micronutriments et en fibres dû au fait qu'ils aient été pasteurisés et stockés. Puis tout ce qui va être aussi produits cuisinés, donc fruits et légumes surgelés qui vont être cuisinés, ne vont pas aussi faire partie de cette famille puisque vu qu'ils ont été cuisinés, ils ont été appauvris encore une fois en micronutriments dû à une cuisson, puis ensuite à une conservation. En revanche, tout ce qui va être surgelé, brut, ça peut faire partie de notre famille. Même, je dirais que c'est plus intéressant dans certains cas que des fruits et légumes frais. Puisque assez rapidement après avoir été cueillis, ils ont été surgelés, ils ont été congelés et mis au frais. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toute la perte de micronutriments qui se fait normalement jour après jour, a pu être ralenti ou quasiment stoppé. Donc certes, quelques vitamines ont été impactées par le fait d'avoir été surgelées, mais leur conservation est des fois plus importante que des fruits et des légumes qui sont français, mais qui ont fait un trajet de plusieurs jours pour arriver dans nos établis avant d'être achetés puis consommés. Tout ce qui va être aussi jus de fruits et jus de légumes peuvent faire partie de cette famille uniquement s'ils sont maison. Parce que s'ils sont industriels, même du 100% pur jus ne fait pas partie de cette famille. Le fait qu'il ait été surpressé, le fait qu'il ait été conservé longtemps, fait qu'il a perdu quasiment toutes ses fibres et tous ses micronutriments. Donc il n'est à proprement dire pas mauvais pour la santé. En revanche, il n'a pas l'intérêt des fruits et légumes qui est de nous apporter les fibres et les micronutriments pour notre organisme. En revanche, s'il est maison, le fait qu'il ait été pressé assez récemment et qu'il n'a pas été surpressé et qu'il est consommé assez rapidement par la suite, fait qu'il conserve toutes ses fibres et ses micronutriments, ou en tout cas une grande partie, donc on peut le considérer dans ce socle de notre pyramide alimentaire. Ensuite, on va retrouver les féculents. Les féculents, il faut savoir qu'il en existe 3 sous-familles qui vont être les céréales, les légumineuses et les tubercules. Tout ce qui est céréales, c'est à base de blé, les pâtes, le riz, le quinoa. Tout ce qui va être les légumineuses, c'est tout ce qui est haricots, tout ce qui va être pois, donc haricots noirs, haricots blancs, les pois, les lentilles, les différentes lentilles. Et pour ce qui est des tubercules, c'est tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, ignames, topinambour, tout ce qui est en règle générale légumes racines. Les féculents sont aussi importants parce que du coup, ils nous apportent notre énergie au quotidien, ils nous apportent une bonne source de glucides, ils sont aussi riches en micronutriments, en fibres et aussi en protéines. C'est pour ça que ça en fait une place importante dans notre pyramide alimentaire. Ensuite, pour la marche du dessus, on va avoir tout ce qui va être protéines, donc viande, poisson, œufs, volaille, etc. Mais on va aussi avoir toutes les protéines végétales, donc tout ce qui va être à base de soja, le tofu, on va avoir le tempeh, le seitan, je sais pas exactement si on le dit comme ça. Tempeh, seitan. Et si tu es végétarien, j'imagine que tu n'as pas envie de t'alimenter que de ces 3 sources de protéines végétales. Donc tu peux aussi faire des associations avec des féculents. C'est-à-dire de mélanger 2 tiers de céréales avec 1 tiers de légumineuses pour avoir ce qu'on appelle une protéine complète, un aminogramme complet, une complémentarité protéique. Cette association, elle nous sert en fait à reproduire entre gros guillemets, une protéine animale qui, eux, comprennent 9 acides aminés essentiels, alors qu'une protéine végétale comme les lentilles ne vont pas contenir ces 9 acides aminés essentiels. On va schématiser en imaginant que les légumineuses n'ont que 7 acides aminés essentiels, que les céréales en ont 7 autres, et que l'association des deux permet d'avoir justement cet aminogramme complet, de reproduire un petit peu cette protéine animale pour avoir une bonne assimilation.
mais à savoir que dans tous les cas, la biodisponibilité d'une protéine végétale est toujours moindre qu'une protéine animale, c'est-à-dire qu'elle sera moins bien assimilée, donc potentiellement, il faudrait revoir à la hausse les quantités pour essayer d'avoir notre rapport journalier respecté. Ensuite, soit au même stade que les protéines, soit juste au-dessus, on va avoir les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est assez simple, c'est tout ce qui est le lait, le fromage, les yaourts. Mais attention, tout ce qui est lait d'amande, lait de soja ne rentre pas dans cette catégorie. D'ailleurs, petit fun fact, tout ce qui est lait d'amande, lait de soja n'a plus le droit de s'appeler lait justement, puisque ce n'est pas du lait. Donc on les appelle aujourd'hui boissons à base de, et il faut comprendre en fin de compte que pour les amandes, c'est uniquement des amandes qui ont été mixées, qui ont été imbibées d'eau, puis ensuite qui ont été filtrées. C'est de l'eau imbibée aux amandes. C'est pas de l'eau parce qu'il n'y a pas que de l'eau, mais ce n'est pas que des amandes parce que c'est trop faible en termes d'apport au niveau nutritionnel comme les amandes. Donc vu que c'est ni vraiment de l'eau, ni des amandes, en fait ça fait partie des produits plaisir. Ils sont pas indispensables. On va parler des produits plaisir par la suite, mais ils ne sont pas indispensables à notre quotidien. Si aujourd'hui ils venaient à disparaître, on ne serait pas en moins bonne santé. On arriverait largement à vivre sans. Simplement, ils ne sont pas forcément mauvais s'ils n'ont pas d'additifs ni de sucre ajouté. Donc, il ne faut pas les diaboliser, simplement choisir de qualité. Et personnellement, je pense que dans le futur, on aura ce genre de boissons qui pourront vraiment faire partie de cette famille. Parce qu'avec les avancées scientifiques et avec tout ce qu'on arrive à développer, je pense réellement qu'à un moment, on arrivera à reproduire au niveau nutritionnel quelque chose de très similaire à du lait qu'on peut retrouver directement provenant de la vache. Ensuite, on passe encore le step d'au-dessus, on a tout ce qui est matière grasse. Matière grasse, ça comprend aussi du coup le beurre, les huiles, mais aussi la crème fraîche, même si c'est la même base pour le beurre et la crème fraîche que les produits laitiers. Leur haute teneur en matière grasse fait que il faut un petit step dans cette famille. Cette famille comprend aussi tout ce qui va être oléagineux, donc les amandes, les fruits à coque, les noix, etc. Et les graines oléagineuses, donc les graines de sésame, les graines de courge, les graines de lin, etc. Ce sont des sources d'énergie importantes, ils sont riches en calories, ils sont nécessaires pour notre organisme, mais attention, en moins grande quantité que le reste, c'est pour ça qu'ils sont en haut de notre pyramide alimentaire. Et enfin, on a les fameux produits plaisir. Les produits plaisir, c'est assez simple, c'est tout ce qu'on aime bien, ça va être la bière, les gâteaux apéro, les confiseries, c'est tout ce qui entoure notre vie et qui nous fait un petit peu prendre du poids et culpabiliser par la suite. On les connaît super bien, il y a aussi tous les aliments qu'on a vus comme les jus de fruits qui sont industriels, on a aussi du coup les boissons à base d'amandes, on a aussi le miel, le chocolat noir. On a des aliments qui ne sont pas forcément mauvais pour notre santé, mais c'est surtout les non indispensables. Ceux qui demain, s'ils venaient à disparaître, on se porterait toujours aussi bien en termes de santé, même un petit peu mieux au niveau nutritionnel. Mais attention, même si on s'y porterait mieux sans que ces aliments existent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un réel rôle aujourd'hui dans notre vie. Ils ont un rôle social, ils ont un rôle pour se procurer du plaisir. Lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est entre amis, lorsqu'on est au restaurant, ces produits plaisir font partie intégrante de notre vie sociale. Et aujourd'hui, les supprimer, ça viendrait à supprimer notre vie sociale. Donc, ils sont importants. Ils ont un rôle, le rôle du plaisir, justement. C'est pour ça qu'on les appelle les produits plaisir. Et si aujourd'hui, ils venaient à disparaître, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait beaucoup de mal à créer du lien social. On mangerait plus de saucisson lorsqu'on serait à l'apéro. Il y aurait beaucoup de notions qui seraient beaucoup plus compliquées lorsqu'on sortirait. Donc, à comprendre que ces aliments, il faut juste les consommer à des moments stratégiques qui nous procurent de plaisir et pas uniquement comme ça, par pure pulsation, juste parce qu'on en a envie sur le moment. Je prends souvent l'exemple du fait que si on est en voiture, qu'on a un paquet de bonbons sous la main et qu'on le mange, à un moment on va mettre la main dedans, on aura fini le paquet et on n'aura même pas pris plaisir à le manger, ça aura juste été des réflexes et puis on l'aura mangé assez rapidement. Alors que un petit peu le cliché, le dimanche en famille, de une petite série Netflix, il fait froid, on a un petit chocolat chaud ou même le petit paquet de bonbons, le fait d'être en famille, le fait d'être à un moment convivial qu'on partage avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose où, certes, nutritionnellement, ça restera aussi mauvais. Par contre, psychologiquement, il y aura un réel intérêt. Donc c'est là où il faut peser le pour et le contre et juste les consommer stratégiquement. Ça reste du bon sens. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a hiérarchisé les aliments. On sait un petit peu l'importance de chacun d'entre eux. On sait comment les mettre dans notre pyramide alimentaire. On sait quels sont les produits qui sont essentiels. Et on sait aussi quels sont les produits non essentiels, c'est-à-dire les produits plaisir. Maintenant, ce qu'on attend, c'est comment structurer notre assiette. C'est bien beau de hiérarchiser les aliments, mais comment on va mettre tout ça dans notre assiette? En réalité, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est comprendre que notre assiette, on va la couper en 3 grandes parties. On va avoir la moitié qui va faire partie des fruits et légumes, où on va compléter justement notre assiette avec notre source de fibres et de micronutriments, avec nos crudités, etc. On va avoir un quart qui va faire partie des protéines, ces protéines du coup qu'elles soient animales ou végétales, et un quart pour les sources de féculents. Avec ça, on y ajoute un petit peu de matière grasse, que ce soit pour la cuisson ou simplement pour mettre un petit peu de beurre dans nos pâtes, et un verre d'eau pendant notre repas, à boire en petites gorgées. On évite d'en prendre 5 d'affilée pour éviter justement de perturber la digestion. Dans cette assiette santé qui est bien composée, à faire attention que si on prend du pain en dessert, le pain fait partie des féculents.
Et si on prend un yaourt ou un fromage en dessert, ce yaourt et fromage, qui sont donc les produits laitiers, font partie de la partie protéines. Tout ça doit s'implémenter dans cette assiette santé. Notre fruit fait partie de notre famille des légumes et lorsqu'on arrive à tout implémenter, on se rend mieux compte justement où placer les aliments et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on dépasse souvent assez facilement. Par exemple, la source de pain, je sais que beaucoup, c'est pas une tranche qui fait partie de notre famille féculent, mais on sait souvent qu'on prend des féculents plus du pain en dessert. Et là, c'est l'erreur. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut savoir qu'il y a plusieurs assiettes, plusieurs tailles d'assiettes. Et là, on se dirait comment on va gérer nos quantités? Parce qu'on ne fait pas tous le même poids, pas tous la même taille, pas tous les mêmes objectifs. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer nos quantités dans cette assiette santé? On sait comment les classifier, on sait comment les répartir dans l'assiette, mais ça reste flou. Il y a plusieurs techniques pour ça. Une qui est de peser. Peser ces aliments va nous permettre de savoir assez précisément ce qu'on a besoin et où est-ce qu'on en est dans notre journée aujourd'hui en termes d'apport. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui est assez frustrant, qui n'est pas applicable sur tout le monde et surtout qui, sur du long terme, peut créer des troubles du comportement alimentaire, peut créer le fait d'avoir de l'orthorexie, de devenir un petit peu trop parano des calories et c'est pas quelque chose que je recommande. En tout cas, pas sur du long terme. C'est quelque chose que je recommanderais et que j'expliquerai un petit peu plus tard sur un court temps pour comprendre ce qu'on met dans notre assiette et comprendre les apports qu'on a habituellement lorsqu'on mange. Mais au quotidien, il y a une technique beaucoup plus simple à appliquer, beaucoup plus ludique et qui fonctionne tout aussi bien. Cette technique, c'est celle des portions avec les mains. Il faut savoir que nos mains, elles sont adaptées à notre morphologie. Par exemple, si je prends un bûcheron de 120 kg, il n'aura pas les mêmes mains qu'une femme de 60 kg. Donc forcément, c'est plutôt adapté. Maintenant, comment on va servir de nos mains pour pouvoir gérer nos quantités? En fait, c'est assez simple. Pour ce qui est de la partie légumes, on va prendre nos deux mains jointes et on va pouvoir les remplir de légumes. Très simple à mettre dans l'assiette, très simple à visualiser. Ça fait une grande quantité dans notre assiette. Et ça fait notre part, notre moitié de notre assiette. On va ensuite avoir tout ce qui va être la viande. Pour ce qui s'agit de la viande, on va prendre toute la paume de la main, que ce soit la paume avec son épaisseur. Et pour ce qui est du poisson, vu qu'il est plus léger et moins riche en calories, on va prendre la main entière avec les doigts compris. Pareil avec son épaisseur. Pour ce qui va être des féculents, on va prendre la taille d'un point. Un point pour des féculents cuits, donc l'épaisseur encore une fois, et la largeur. Pour ce qui va être des fruits, la même chose, la taille d'un point. On peut voir que ça peut représenter une belle pomme, ou bien 2-3 clémentines, 2 kiwis, ou une grosse poignée de framboises, etc., etc. Pour ce qui est de la matière grasse, si on prend par exemple le beurre, on peut compter les 2 premières phalanges du petit doigt, ce qui revient à une noisette de beurre, ou bien si c'est de l'huile, plus compliqué avec un petit doigt. Donc on peut fonctionner avec une cuillère à soupe, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, peu importe l'huile que tu vas utiliser. Et pour ce qui est des portions de produits laitiers, donc du fromage, faut savoir que pour un adulte moyen, il faudrait éviter de dépasser les 2 portions par jour de produits laitiers. Donc quand je parle de portions, je veux dire un yaourt égale une portion, ou un morceau de fromage. Et un morceau de fromage, c'est la valeur d'1 pouce, et non pas de la moitié d'un camembert. Cette méthode, elle est vraiment super ludique, facile à utiliser, sans prise de tête. Ça permet réellement d'avoir les apports que ton corps a besoin. Et avec ça, tu te reconnectes aussi avec ta sensation de faim. Parce qu'aujourd'hui, on est énormément déconnecté et on n'arrive plus réellement à savoir si on a encore faim ou non. Au fait qu'on est distrait lorsqu'on mange parce qu'on regarde la télé, au fait qu'on ne mange plus les bonnes quantités parce qu'on est sujet à surconsommer et que forcément notre corps ne suit plus, il est plus connecté avec notre cerveau et notre satiété. Donc aujourd'hui, le fait d'utiliser les mains, ça va nous permettre de nous reconnecter à nos réels besoins et à notre sensation de satiété. Maintenant, la méthode de la balance, moi je suis pas complètement contre. Je veux dire, c'est un outil qui est super utile, mais à quelques conditions. Si tu es un sportif, qui a un objectif précis et que tu sais que c'est pour un moment ponctuel, l'utilité de la balance fait tout son sens. Tu vas pouvoir vraiment traquer tes calories et tes macronutriments de façon beaucoup plus précise et réussir à atteindre ton objectif plus rapidement. En revanche, le faire au quotidien, tous les jours, ça te crée une source de stress. Une source de stress qui n'est pas réellement utile. Parce qu'aujourd'hui, si tu arrives à visualiser au bout de 1 mois que tu es pesé avec ta balance, les apports que tu as besoin, tu le sais visuellement à quoi ressemble justement 2400 calories, 2500 calories, 2300 calories. Tu le sais visuellement, simplement tu as peut-être besoin de te rassurer. C'est pour ça que je recommande en règle générale d'utiliser la balance sur un temps donné, sur 1 mois, 2 mois maximum, prendre l'habitude, regarder un petit peu les apports, ce qu'on a de base, ce qu'on a besoin, les ajuster en fonction. Et comme ça, par la suite, on peut se détacher de cet outil qui est hyper pesant en règle générale. Maintenant, j'imagine que toi, t'attendrais de savoir comment faire si tu utilises la balance. Parce que c'est bien beau de dire que c'est un outil qui peut être utile, mais comment le faire si jamais tu as cette utilité, tu en as ce besoin et que tu souhaites le faire? Dans un premier temps, il va falloir calculer ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps a besoin pour faire fonctionner tes fonctions vitales au quotidien, au repos. C'est juste
l'énergie que tu as besoin pour vivre, pour survivre. Pour ça, il existe plusieurs formules. Moi, je vais te recommander d'utiliser celle de Harris et Benedict parce que c'est la plus simple et c'est celle qui est régulièrement utilisée, même si les autres sont aussi tout aussi bonnes. Celle de Harris et Benedict, je vais te la partager dans un calculateur où tu pourras calculer justement ton métabolisme de base en rentrant simplement sexe, âge, taille, poids et tu auras le résultat en calories de ce que tu as besoin juste pour survivre. Ensuite, il faudra calculer le métabolisme total. Pour le métabolisme total, c'est assez simple, c'est l'énergie que tu as besoin pour vivre en règle générale. Donc tes fonctions vitales, ton métabolisme de base, plus ton activité physique et mentale, le mouvement, tout ce que tu fais au quotidien. Le métabolisme total, lorsque tu te places à peu près au même apport, c'est ce qu'on appelle le maintien calorique. Et quand tu te places en dessous, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Et au-dessus, un surplus calorique. Aussi simplement que ça. Pour pouvoir calculer ça, il va falloir calculer ton niveau d'activité physique. Donc savoir combien de fois tu fais du sport par semaine. Est-ce que tu as un travail sédentaire ou actif? Combien de temps tu passes allongé? Combien de temps tu passes debout? Pour ça, pareil, dans le tableur que je vais te partager, tu pourras rentrer toutes ces données dedans et le calcul se fera automatiquement de ce côté-là. Une fois que tu auras fait tout ce calcul, tu auras ton métabolisme de base et ton métabolisme total. Tu sauras donc quel est ton apport en calories que tu as besoin pour être en maintien calorique et donc ne pas prendre de gras, mais ne pas perdre non plus de gras. Ou bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va rester dans la simplicité pour rester sur quelque chose de très général. Imaginons que tu veuilles perdre du gras, ce qu'il va falloir faire, c'est te caler à peu près entre 200 et 400 calories en dessous de ton maintien calorique. Et si tu souhaites faire une prise de muscle, moi je te recommande de ne pas dépasser les plus 200 calories par rapport à ton maintien, parce que le risque c'est que tu vas accumuler beaucoup de graisse, que tu vas devoir perdre par la suite, et ce qui ne sera pas forcément plus positif. Alors que tout ce que tu as besoin c'est d'être en léger surplus pour laisser ton corps prendre du muscle petit à petit et laisser le processus faire et avoir un entraînement qui soit cohérent. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Ensuite, il va falloir réussir à répartir tes macronutriments. Ça, c'est super important parce que c'est bien beau d'être en surplus ou en déficit calorique, mais ce qui compte, c'est le contenu de ces calories. C'est qu'est-ce que tu vas prendre comme macronutriments dedans. Et pour ça, c'est assez simple. Lorsque tu fais de la musculation, lorsque tu veux développer de la masse musculaire ou même la conserver lorsque tu es en perte de gras, il faudrait que tu atteignes approximativement 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, entre 1,8 et 2,2. Le but, c'est pas d'être non plus précis au gramme près, mais de rester dans une moyenne. Donc, si tu fais 70 kg, tu as juste à faire x2 et tu sais que tu arrives à 140 grammes de protéines par jour. Ensuite, pour les lipides, moi, je te recommanderais d'être autour des 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Là, je parle vraiment d'un objectif musculation. Pour ce qui est de la course à pied, souvent, on revoit ça un petit peu à la hausse. Et à savoir que les femmes, elles arrivent à synthétiser les lipides un petit peu plus facilement que les hommes, donc peuvent se permettre d'avoir une source de lipides un petit peu plus importante. Et pour le reste, du coup, c'est les glucides. Les glucides vont remplir tout le reste de ton apport en termes de calories, et là, tu auras justement tes macronutriments qui seront respectés et ton apport calorique qui sera aussi respecté. Avec tout ça, déjà, tu as une bonne base d'outils pour pouvoir progresser. Moi, ce que je te recommande, c'est surtout de cycler. Cycler tes progressions parce que ton corps va s'habituer. Par exemple, en perte de poids, si tu places un déficit calorique qui est un petit peu trop important pendant trop longtemps, ta perte de poids risque de ralentir et même de stagner. C'est pour ça que je vais te recommander d'abord de faire des cycles de 1 mois où tu vas placer 1 mois de maintien calorique pour envoyer le message à ton corps qu'il n'est pas en défense, qu'il a tout l'apport nécessaire pour rester là où il est et qu'il n'a pas besoin de se placer en défense, donc qu'il peut perdre du poids par la suite. Ensuite, pendant 1 à 2 mois, tu vas te placer en déficit calorique, plus ou moins important en fonction de ton objectif, ce qui va envoyer le message à ton corps que tu vas avoir besoin de consommer l'énergie stockée. Puis par la suite, tu vas pouvoir revenir en maintien calorique pendant 1 mois pour renvoyer le message à ton corps qu'il n'est pas en défense, puis répéter ce cycle plusieurs fois. Lorsque tu auras fait ça le bon nombre de fois, tu auras atteint ton objectif et par la suite, tu vas pouvoir te caler en maintien calorique pour continuer de prendre du muscle tout en perdant du gras et ce qui te permettra d'être toujours dans un maintien, donc toujours régulier. Conclusion, tu peux manger tout en te faisant kiffer. Tout ce qu'il faut, c'est réussir à utiliser les bons outils, les bonnes associations. Et pour ça, cette vidéo a été parfaite pour en faire un bon résumé. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions par rapport à quelques sujets et que tu aimerais creuser, n'hésite pas à m'envoyer un message. Si tu kiffes, il n'y a aucune raison que tu dois arrêter de manger des aliments qui te procurent du plaisir. Tout ce qu'il fallait, c'était de faire les bonnes associations et j'espère qu'aujourd'hui, du coup, tu sauras comment faire pour la suite. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker, ça me donne énormément de force. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi quel autre sujet tu aimerais que je traite pour que je puisse te partager un maximum de savoir et un maximum de connaissances pour t'aider.